Dans les années 2000, un entrepreneur a prouvé que la persuasion peut être si efficace qu'on peut finir innocenté, même face à des preuves accablantes au tribunal. Dans cet épisode, on va voir quelles sont les techniques qui ont été utilisées et vraiment c'est une masterclass. Quand j'ai vu cette histoire et je l'ai découvert dans une série qui s'appelle Procès médiatique et l'épisode c'est l'épisode 4 qui s'appelle Le Roi Richard puisque le PDG qu'on va découvrir, cet entrepreneur brillant en termes de persuasion, Richard Scrobie, nous montre vraiment ici comment, même face à des preuves accablantes, face à des chiffres qui démontrent que c'est un criminel, comment il a réussi à influencer l'opinion publique, à influencer les jurys, en prenant des décisions vraiment très bizarres, très inattendues. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui a contre-attaqué et qui a su renverser une situation qui semblait vraiment perdue. Donc, on va pouvoir retirer quelques enseignements de ça et je finirai ensuite par faire un parallèle avec le copywriting et l'ingénierie relationnelle et reste bien jusqu'au bout parce qu'il y aura un twist à la fin de l'épisode, je te le promets. Donc commençons déjà par faire un peu le portrait robot de cette histoire, de qui est ce personnage. Donc il s'appelle Richard Scrobie et c'est quelqu'un qui vient d'un petit village, d'une petite ville d'ailleurs plutôt, de Birmingham en Alabama. Donc il vient de Birmingham en Alabama qui est vraiment une ville pas très grande, qui est une ville plutôt pauvre dans laquelle il y a eu pas mal de batailles pour faire reconnaître les droits civiques notamment. Mais c'est une ville abandonnée, il y a eu pas mal d'industries qui sont parties jusqu'au moment où Richard Scrobie décide de monter une société qui s'appelle Health South. Donc, tu l'as sûrement bien compris, c'est une société dans le domaine de la santé. Donc, c'est un fournisseur national de services de réadaptation pour patients hospitalisés. Bref, tout ça, c'est pas très important. Mais ce qui va se produire, c'est qu'il y a 5 CFO, donc 5 directeurs financiers de l'entreprise qui vont porter plainte contre le PDG, l'accusant de fraude de ces chiffres en fait. Parce que la boîte a été cotée en bourse, elle faisait partie des 500 plus grandes entreprises américaines. À un moment donné, elle était même l'entreprise qui avait la plus forte croissance aux États-Unis. Donc c'était vraiment quelque chose de massif. Donc Scroby, il se fait attaquer. C'est quelqu'un qui est charismatique. C'est vraiment un personnage un petit peu à la Jack Ma. On le voit jouer d'une guitare dans un concert. Donc c'est pas juste un entrepreneur discret, un PDG discret. Voilà, il aime bien être vu, il aime bien être mis en avant. Il a vraiment un sacré charisme. Et donc voilà, il est accusé de cette fraude colossale. Ça fait les titres dans tout le pays. Voilà, ici on est vraiment sur un procès médiatique. Ça se passe, donc comme je le disais, dans les années 2000. Donc c'est à une époque où Internet est encore à ses débuts, où la presse est très présente, la télé, la radio. Voilà, ces médias traditionnels se prennent de passion pour cette affaire. Et bien sûr, tous les gens dans la ville où il se passe pas grand-chose sont à l'affût de la moindre information. Et il va comprendre quelque chose très rapidement, Scrooby, c'est que il y a 2 types de procès. Bien sûr, il y a le procès qui se fait dans le tribunal, mais il y a aussi un procès médiatique qui se fait dans l'opinion de manière générale. Donc, il s'est dit que l'épreuve était vraiment accablante. C'était perdu d'avance, mais il s'est dit, tout n'est pas perdu. Il faut que je me batte. Il faut que je donne ma version des faits. Et ça, c'est le premier point qui vraiment change tout déjà. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui pense out of the box. De manière traditionnelle, la réaction la plus normale, classique, serait quand on est acculé, quand on est accusé comme ça, c'est de se dire je vais la jouer profil bas, je vais être discret pour pas alimenter le monstre médiatique et alimenter les journaux, ne pas donner de quoi parler encore plus de moi. Je fais le dos rond, je me fais discret et je prépare ma défense dans mon coin, etc. avec mes avocats. Lui, il décide, non. Il décide, moi, je vais gagner l'opinion publique. Moi, je vais démontrer qu'en fait, je suis innocent. Et du coup, l'une des premières techniques qu'il va mettre en place, c'est de recréer son personnage. Donc, il est dépeint dans tous les médias de Birmingham et de manière
national un monstre comme le diable en personne, quelqu'un qui a faussé les chiffres en fait pour la bourse puisque son action était cotée et pour que sa cotisation continue de monter, pour que voilà la courbe continue de monter en bourse, et il falsifiait les chiffres. En tout cas, c'est de ça qu'il est accusé. Donc voilà, il se dit tout le monde me déteste dans cette ville, il faut que je mette en place un plan d'action pour rebrander mon image. En fait, c'est du personal branding quelque part. C'est peut-être les balbutiements du personal branding, en tout cas pour une affaire dans le tribunal. Donc, première chose qu'il fait, c'est qu'il accepte toutes les interviews. Fox News veut une interview, j'accepte. Le petit journal du coin veut une interview, je dis oui. Il est vraiment à contre-courant. Et comme ça, il se dit, on a tellement dit de mal de moi que moi, je vais créer mon propre storytelling. Je vais raconter ma propre version d'histoire et je vais montrer qui je suis. Donc, je vais montrer un nouveau visage. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Vu qu'on me peint comme le diable, je vais me rapprocher de l'église. Je vais montrer qu'en fait, je suis un saint quelque part. Et il le fait sous les conseils de son avocat. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est de devenir un homme de foi, un bienfaiteur, une figure de la communauté, comme ils disent aux US, ils réfléchissent en communauté. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va rejoindre les églises noires, notamment une église noire, parce que son avocat s'est rendu compte que dans l'opinion publique, les Noirs étaient plus ou moins de son côté, puisque il voyait en lui quelqu'un de traité injustement, tel que les Noirs de la ville pouvaient se sentir également. Donc, il s'est dit, voilà, toi tu es comme nous, on te comprend. Donc, il s'est dit, voilà, je vais me mettre avec eux, je vais aller commencer à l'église, aller prier et rencontrer les gens ici du coin. Tout ça, bien sûr, avec un but précis. C'est qu'il s'est dit, aux États-Unis, donc les gens je suis vraiment pas un expert, hein, là, je m'aventure sur des sujets que je ne maîtrise pas. Moi, mon truc, c'est le copywriting. Donc, je vous fais le petit avertissement. Allez checker par vous-même si vous voulez en savoir un peu plus. Mais de ce que j'ai compris, donc, on a un jury populaire. Donc, c'est des gens qui sont tirés au sort, si je ne me trompe pas, qui reçoivent un courrier à la maison et qui sont convoqués et qui doivent aller juger cet homme et dire si oui ou non il est coupable. Et donc il s'est dit, ok, c'est des gens, c'est monsieur et madame tout le monde de Birmingham, que tout le monde me déteste, est-ce que moi je peux aller à leur rencontre et montrer mon visage, montrer qui je suis réellement. Donc voilà, il s'est dit, je prends la communauté noire, je vais à l'église et il s'affiche comme ça. Et donc, dans les églises, les croyants, ils sont invités aussi. Il n'y a pas que le prêtre qui parle. Donc, les croyants peuvent aussi, de ce que je vois en tout cas des images, ils viennent aussi prêcher, ils viennent aussi prêcher la bonne parole. Donc, lui vient et se sert de cette tribune, d'avoir des églises qui sont pleines, ou enfin, voilà, il y a des centaines de personnes, et il explique sa version des faits. Donc là, c'est vraiment outlier. Donc, premier point, au lieu de me cacher, je m'affiche. Deuxième point, je me trouve une communauté qui peut me soutenir, qui me comprend et que je peux m'accaparer, que je peux influencer, qui peut venir avec moi. Ensuite, je vais montrer mon autre visage. Donc, on me dit que je suis un démon, que je suis le diable, je suis un tricheur, je suis un voleur, etc. Non, moi je vais montrer que je suis comme tout le monde, je suis un homme de foi, etc. Technique suivante, qu'est-ce qu'il fait? Il montre que c'est un bon père de famille, un bon mari. Et comment il fait ça? C'est qu'il a créé sa propre émission de télé. Donc, il s'est dit, il y a tous ces médias qui disent du mal de moi. Moi, je peux pas me défendre, j'ai besoin de visibilité, j'ai besoin de convaincre le jury populaire que je suis pas une mauvaise personne. Et pour ça, j'ai besoin de visibilité. Aller dans les églises, c'est un bon point, mais si je veux encore plus de visibilité, donc il s'est acheté un espace sur une chaîne de télé où il avait sa propre émission de télé, qui co-anime avec sa femme. Donc pour montrer aussi, moi je suis un bon mari. Ma femme me soutient dans cette épreuve. On est ensemble. Et puis là, il invite des gens de l'église, des gens de la sphère de la justice, et ils viennent débattre de la vérité. C'est vraiment Trump avant l'heure. D'après lui, tous les médias, c'est que des fake news, et lui, il crée son propre média. C'est le média de la vérité pour dire ce qui se passe réellement. Autre choix vraiment outlier, je trouve, c'est que il faut imaginer que Scrooby, donc, il est accusé dans la presse de dépenser sans compter, d'avoir trafiqué les chiffres, d'avoir confondu trésorerie de l'entreprise avec trésorerie personnelle. Donc, on affiche dans toute la presse toutes ses possessions. Il a 34 bateaux, 12 villas. Là, je dis des chiffres, je suis pas sûr de ces chiffres, mais
Voilà, tu comprends l'idée. Il y a un titre de presse où ils disent que payer son train de vie, ils dépensent, je crois, 400 000 dollars par mois, donc dans les années 90, puisque le procès a lieu dans les années 2000, donc 400 000 dollars par mois, c'est son train de vie. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui claque tout son argent n'importe comment, etc. Donc, il pourrait se payer les meilleurs avocats du pays. Mais il décide de faire justement un choix d'outlier, un choix étrange, c'est qu'il va aller prendre des avocats locaux, quelqu'un de Birmingham. Et il dit, je vais prendre quelqu'un d'ici, du coin, parce que il faut qu'ils comprennent comment sont les gens ici, comment ils réfléchissent, qu'est-ce qui est important pour eux, c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi leur vision. Il faut qu'ils sachent ce que mon voisin peut penser de moi pour pouvoir quelque part mieux l'influencer, lui faire comprendre que j'ai un autre visage. Et donc, il va engager des petits avocats qui n'avaient pas d'historique, qui n'avaient pas de grosse réputation, mais qui étaient du coin. Et aussi pour donner une image différente, de dire, voyez, moi, j'ai pas pris des avocats de New York, je suis pas dans les hautes sphères, moi, je suis comme vous. L'une des grandes stratégies qu'il utilise, c'est de dire, moi, je suis comme vous, moi, je vais à l'église comme vous, moi, je passe du temps avec mes enfants, donc on voit plein d'images de lui, que ce soit des photos ou des vidéos, on le voit jouer avec ses enfants, on voit qu'il est un bon mari, ou il fait l'émission avec sa femme. Ensuite, il se met à faire des dons de charité, des dons aux églises, alors que jusqu'ici, avant même qu'il était accusé, il faisait déjà des dons, mais il les faisait à des musées, par exemple. Donc c'était des institutions qui avaient l'habitude de recevoir des donations. Mais là, il s'est dit, moi, je vais les donner, entre guillemets, mon argent au peuple. Donc avec son entreprise, il a commencé, avec sa fondation, à donner de l'argent à des petites associations et notamment aux églises. Et ça a particulièrement touché les gens. Donc il s'est vraiment racheté une superbe image. Et je voudrais maintenant que je t'ai fait un petit peu le portrait global de sa stratégie avant procès. Maintenant, on va voir le procès en lui-même et les stratégies utilisées par les avocats. Donc là, on va voir les tactiques de persuasion pour se défendre au tribunal. Il y a une citation que j'aime beaucoup donc de son avocat qui dit, voilà, il y a deux procès, comme on l'a vu, il y a celui qui se fait dehors et celui qui est dedans. Et du coup ici, le but c'est d'avoir un cadre narratif. Donc il faut trouver un storytelling, il faut trouver une histoire. Qui est Scrubby ? Et il décide de le positionner comme la victime dans cette affaire. Et donc, son avocat commence par faire une métaphore vraiment super puissante. C'est la métaphore du pancake où il dit que sa grand-mère lui disait que peu importe à quel point vous étalez la pâte de pancake, peu importe à quel point elle est fine, tous les pancakes possèdent deux côtés. Il y a toujours deux côtés. Donc l'idée ici, c'est vraiment de dire, voilà, toutes les pièces ou tous les pancakes, aussi fins soient-ils, ont toujours deux faces. Et dans ce procès, vous allez voir quelle est l'autre face de Richard Scrubby. Il faut imaginer que le procès il dure, je crois, 85 jours, vraiment très très longtemps, beaucoup de semaines. Les jurés, donc c'est eux qu'il faut convaincre, c'est eux chez qui il faut inséminer le doute. Il faut qu'ils se demandent, est-ce que oui ou non Scrubby est coupable, est-ce qu'il n'y a pas un doute raisonnable, est-ce qu'il serait pas innocent. Donc, et il dit, ces gens, donc l'accusation passe son temps à montrer des chiffres, des tableaux pour démontrer, regardez ici, il nous a demandé de rajouter une croissance à 3 chiffres alors qu'en réalité on n'était qu'à 2 chiffres. Regardez ici, il nous a demandé de falsifier tel truc. Voilà, il montre des tableaux, des graphiques, des trucs super chiants. Et son avocat se dit, moi je veux qu'à chaque fois que je parle, ces jurés qui sont affaissés sur leur chaise parce qu'ils sont là 8 heures, par jour, toute la journée, pendant des semaines et des semaines sans voir leur famille. Il faut imaginer que les gens sont coupés du monde pendant le procès pour pas être justement influencés par les médias, etc. Ils en ont marre, ils s'ennuient. Il faut que moi, à chaque fois que je rentre en scène, ça soit du show. Il faut qu'ils se lèvent de leur chaise. Et pour ça, il me faut une histoire, il me faut une punchline. Il faut que je commence par quelque chose qui les réveille, en fait. Et donc, c'est vraiment ça. On a l'accusation qui, d'un côté, est là, énumère les preuves de manière ennuyeuse, alors que lui, il arrive avec des histoires, il fait le show, il fait des métaphores intéressantes. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant. Toi, dans ton business, voilà. Si tes concurrents font des contenus ennuyeux, très techniques, très barbants, ça peut être très intéressant. Non, moi, je vais rendre ça fun, par exemple. Il comprend quelque chose qui est vraiment important, c'est que la répétition
c'est ce qui crée la mémorisation. C'est vraiment, si tu veux influencer quelqu'un, il faut répéter, il faut être là, présent au quotidien, tout le temps. C'est pour ça que moi, je suis toujours surpris quand j'ai des clients qui me disent, ben, bon, moi j'envoie un mail par mois ou 2 mails par mois maxi parce que je veux pas déranger les gens, voire j'envoie qu'un mail par semaine parce que je veux pas embêter les gens. Sauf que toutes les études marketing le prouvent, les gens ont besoin de voir 7 fois un message avant de le mémoriser. 7 fois. C'est d'ailleurs pour ça que, bah, typiquement, s'il y a une pub de lessive, vous regardez la télé, vous allez vous taper tout le temps la même pub pendant une bonne période définie. Donc, les marques, elles vont pas acheter des espaces publicitaires étalés sur toute l'année, mais sur des moments clés. Par exemple, pendant un mois. Mais là, on martèle, on martèle. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne dilue pas le message dans le temps, mais on martèle pendant un court instant? Parce qu'on veut que ça rentre. Et donc, Scrubby, il a bien compris ça, et ses avocats également. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils inondent le cycle médiatique. C'est vraiment prendre sa place. Donc c'est pour ça qu'il crée l'émission, c'est pour ça qu'il accepte toutes les interviews, c'est pour ça qu'il va prêcher dans plein de paroisses, c'est pour ça qu'il est omniprésent, et ses avocats aussi. De cette manière, il dit, bah, je peux contrôler le récit. Ok, il y a un récit, mais moi je vais contre-attaquer, je vais raconter ma vision de l'affaire. D'ailleurs, son émission s'appelle Viewpoint, donc mon point de vue quelque part, qui crée vraiment son talk show. Donc ça, c'est pareil dans ton business. Aujourd'hui, si tu te dis, ben, moi j'ai un gros événement, ça peut être, ben, j'ai un séminaire, j'ai un challenge, j'ai un lancement. D'ailleurs, il y a quelques années, on parlait de lancement orchestré, donc il fallait vraiment orchestrer le truc comme un chef d'orchestre, donc il fallait avoir une communication qui est coordonnée sur plein de médias en même temps. Typiquement, bah, si tu sors un livre, et ça c'est un exemple que je donne très souvent parce que j'ai eu le cas avec un de mes clients, Enzo. Je me souviens que Enzo Honoré, il a écrit un bouquin, il m'avait fait travailler sur sa page de vente. Et je lui avais demandé, bah, qu'est-ce que tu vas faire pour amener du trafic sur ta page de vente? Parce que si je te fais la page de vente, il va rien se passer. Il faut vraiment créer un momentum, créer un événement et occuper l'espace médiatique. Et pour ça, du coup, je lui ai sorti un plan. Je me suis inspiré du plan de Stan Leloup quand il avait sorti son bouquin. Et donc, j'ai conseillé à Enzo Honoré, je lui ai dit, écoute, pourquoi est-ce que tu ferais pas une nouvelle version de ton livre? C'est typiquement quelque chose que fait Tim Ferriss. Tim Ferriss, mais la semaine de 4 heures, on est à la version 4 ou 5. Donc, premier conseil, bah, mets à jour ton bouquin. Comme ça donne une vraie raison d'en reparler. Et puis, fais vraiment un plan de com 360. Donc, peut-être tu peux lancer une nouvelle vidéo pour annoncer, vu que tu as une chaîne YouTube avec plein d'abonnés, bah, fais une vidéo pour annoncer le nouveau lancement de la V2 de ton bouquin, explique les nouveautés, les nouveaux chapitres, etc. Fais peut-être une offre promotionnelle. Fais pareil sur tes autres réseaux sociaux. Peut-être que c'est le moment de donner plein d'interviews dans plein de podcasts que tu ne cesses de repousser ou refuser constamment. Bah là, prends-les tous et fais tout au même moment pour justement créer un momentum. C'est peut-être le moment peut-être de faire des pubs aussi. Donc voilà, il faut mettre plein d'efforts marketing pour que vraiment ça marche. Donc ça, c'est aussi un conseil que tu peux transposer facilement. Ici, c'est prendre l'espace médiatique pendant un court instant pour qu'on n'entende parler que de toi et de ta version de l'histoire. Donc, comme on a vu, il utilise la communauté noire, il se la met dans la poche en allant dans les églises. Et il y a ici vraiment un transfert de crédibilité qui est perçu dans notre société, en tout cas dans une société croyante, comme j'imagine ici en Alabama, à Birmingham, aux US, qui a vraiment une belle crédibilité comme étant des gens honnêtes, sous aucun soupçon. Ce sont les gens proches de l'Église, ce sont les prêtres, ce sont les croyants. Donc ici, lui, il est accusé et il est vu comme le diable. Et il y a un transfert de crédibilité parce que d'un coup on se dit, mais regarde, ce prêtre, il est là, il le défend bec et ongle, regarde, ses croyants sont derrière lui, regarde toutes ces églises qui disent que finalement Richard est quelqu'un de bien, il a fait des dons ici à l'association, il les a aidés pour trouver des locaux, il les a aidés pour meubler ces locaux-là, pour accueillir, je pense, les gens de la communauté, etc. Tu vois finalement, il a peut-être raison. Finalement, peut-être que les médias en font des caisses et veulent juste le détruire. Donc, ici, le transfert de crédibilité est vraiment une tactique que tu peux très clairement utiliser dans ton business. On a tous quelqu'un qui a un peu plus de crédibilité que nous. Que tu fasses 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois ou 1 million par mois, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a plus de crédibilité, qui a plus de visibilité. Donc, le fait de t'associer à lui,
peut-être d'aller dans son podcast ou de l'inviter dans le tien, ou d'aller dans son séminaire ou de l'inviter dans le tien, ou enfin, peu importe, de trouver des moyens qu'on te voit avec lui, il va y avoir ici un transfert et on va se dire, waouh, attends, si Francisco, typiquement, si moi, demain, je suis affiché avec, je sais pas, Tony Robbins, on va se dire, waouh, Francisco, il connaît du beau monde. Ça doit être quelqu'un d'influence, ça doit être un sacré copywriter. Ça, c'est une belle technique qu'il utilise ici. Après, technique vraiment top de l'avocat, il utilise le lien culturel en fait. Le fait de montrer que nous, on est pareil, on a la même culture, vous et moi, on est les mêmes. Sous-entendu, vous voyez, vous avez les accusés, eux, c'est des costumes cravates, des cols blancs, ils viennent, ils sont chiants quand ils viennent à la barre, ils utilisent des mots techniques, un jargon compliqué. Et ici, leur tactique, c'est de montrer, nous, on est comme vous. Nous, on est traités juste injustement, en fait, aujourd'hui. Et donc, son avocat, quand lui se présente, il dit « Salut, je suis Jim. Je viens de Dottown. Vous savez, l'endroit où vous vous arrêtez pour mettre de l'essence en descendant à la plage. » Et là, d'après l'avocat, tous les jurés s'esclaffent de rire quand il dit ça. Parce que voilà, il dit moi je suis un mec comme vous, je suis du coin, vous voyez, moi j'habite à Dottown, enfin je viens pas de Manhattan, je viens pas de Washington, je viens pas d'une grande ville, moi je viens d'un petit bled. Vous savez ce petit bled dans lequel vous passez, vous arrêtez juste pour mettre de l'essence quand vous allez à la plage, c'est de là que je viens et puis moi c'est Jim, vous pouvez m'appeler Jim. Sous-entendu, moi je suis comme vous. Donc ça c'est super malin. C'est vraiment un moyen de s'accaparer les gens. D'ailleurs Jim, l'avocat dit voilà, il discute avec les jurés de manière très simple. Ah, comment ça va vos enfants? Ah oui, ils viennent de rentrer à l'école. Mais ma fille aussi, machin. Donc il discute, il y a du small talk. Il crée vraiment une relation et il n'est pas froid et distant comme pourrait être juste un avocat classique. Donc vraiment tactique que tu peux reprendre tel quel pour ton business. Et donc on arrive bientôt à la fin et juste après, je vais faire, en tout cas à la fin, des tactiques que j'ai trouvées vraiment fascinantes, utilisées pour la défense au tribunal. Et après, on va basculer sur le copywriting et mon analyse et comment je fais le lien ici avec cette affaire, le copywriting et l'ingénierie relationnelle. Reste bien jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment une surprise. Ok. Donc, l'avocat de la défense de Richard, il dit le parquet a échoué à raconter une histoire. Et c'est pour ça que mon client Richard a été acquitté. Là où les autres se sont focalisés sur la preuve, sur la data, sur juste raconter des faits concrets, démontrer des chiffres, des tableaux et des choses très ennuyantes, lui, il s'est attablé à raconter une histoire. Et donc, ça, c'est vraiment un enseignement que je trouve super important parce que trop souvent, on peut avoir envie de prouver que notre formation, c'est la meilleure et on va essayer de mettre des preuves. C'est la meilleure parce que nous, on t'accompagne. Donc, on va mettre plein de preuves, plein de fonctionnalités. Nous, on te suit pendant 6 mois. Nous, on fait 3 lives par semaine. Nous, on t'attribue un coach individuel. Nous, on fait une rencontre présentielle pour s'assurer que tu arrives bien à mettre les choses en place, etc. Ça c'est vraiment juste de la dota. Mais c'est pas une histoire. Une histoire, ça serait, voilà, de prendre l'histoire d'un client. C'est l'histoire de un tel. Il est arrivé, il avait ce problème, et puis on l'a accompagné. Ensuite, il a eu cette difficulté, mais parce que notre coach, il a son numéro privé, il l'a appelé, tout de suite, il a pu résoudre la situation, et etc. Et ensuite, à la rencontre, il a connecté avec un tel qui lui a permis d'ouvrir telle porte, qui lui a permis de développer ce business, etc. Donc, raconter une histoire, c'est des fois beaucoup plus puissant que les faits ici. Et ça, c'est vraiment très puissant. Donc, le système ici, judiciaire aux US, il repose sur le spectacle, pas la preuve. Autre tactique qu'ils ont utilisée, ça a été de discréditer l'accusation, de démontrer qu'en fait, ces gens, c'était eux les malhonnêtes. Donc, dans l'histoire, il fallait montrer, Richard, c'est la victime. Et pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait le méchant. Il y a le gentil et le méchant. Donc Richard, c'est le gentil. Et le méchant, c'est qui? C'est les CFO. Ce sont tous les directeurs financiers, ce sont tous ces comptables. Parce que c'est eux qui ont falsifié les chiffres. Et donc d'ailleurs, quand ils viennent témoigner à la barre, l'avocat de Richard demande à l'un d'entre eux, est-ce que vous confirmez que vous avez une aventure avec une autre personne que votre femme, alors que vous êtes mariés? Puis
Il y a des preuves, il y a des photos, ils ont enquêté sur lui et il est obligé de reconnaître. L'avocat se retourne vers le jury et dit mais comment peut-on faire confiance à un CFO qui vient nous dire que Richard c'est le méchant et c'est lui qui falsifie tous les chiffres alors que c'est lui-même qui les a falsifiés. Ils sont signés, tous ces chiffres, tous ces papiers sont signés de la main de ses comptables et qui vient là de reconnaître qu'il trompe sa femme et ses enfants, toute sa famille, ses amis, qu'il n'arrête pas de mentir depuis des années, puisqu'il a une aventure extra-conjugale avec telle personne. Donc, d'un coup, il commence à inséminer le doute de cette manière. Pareil avec un autre CFO qui avait un gros ego, et il y a des témoignages de salariés de l'entreprise là de Richard qui témoignent voilà, qu'il avait un gros ego et qu'il s'était même vanté d'être l'homme le plus intelligent du monde, etc. Et donc, il l'utilise contre lui. Il demande à la barre, est-ce vrai que vous avez dit que vous étiez l'homme le plus intelligent du monde, de l'entreprise? Donc, nous, en fait, ce qu'on pense, c'est que vous avez manigancé tout ça, que c'est vous qui êtes le chef d'orchestre, c'est vous qui avez falsifié les chiffres sans que Richard ne le sache, pour qu'il tombe, pour que vous preniez sa place. Donc voilà, la conclusion, c'est vraiment, ça a été brillant, puisque il a été à l'unanimité reconnu non coupable. Cette histoire du départ de patron cupide est finalement devenu l'homme du peuple qui est persécuté. En résumé, les tactiques, on l'a vu, c'était la preuve sociale avec les pasteurs, transfert de valeurs, en fait, de perception, les églises, le show TV, le fait de choisir un avocat local qui est comme vous, le fait d'être simple dans sa manière de parler, d'être très disponible aussi, d'utiliser plutôt les émotions que la logique. Les chiffres, c'est barbant, c'est ennuyeux. Créons plutôt des émotions, racontons des histoires choquantes, faisons des belles images mentales, comme le pancake par exemple, etc. Et je dois dire une chose, quand je regardais l'épisode, vraiment je me suis posé beaucoup de questions et je me suis remis totalement en question. Je me suis demandé si finalement je racontais pas n'importe quoi dans ce podcast et dans ce que je raconte sur Internet depuis des années par rapport au copywriting. Parce que finalement, toutes ces techniques sont pas du tout en emphase avec l'approche que je vends du copywriting. Moi, j'ai une approche vraiment relationnelle. Et je me suis vraiment dit, peut-être que je me trompe en fait. Peut-être que c'est ça la persuasion. La persuasion, c'est mentir, c'est tricher, parce que c'est ça qu'il a fait pendant le procès. Il sait très bien ce qu'il a fait. Les preuves sont accablantes. Mais par des tours, je sais pas, de magie, de je ne sais trop comment il s'y prend, il arrive à démontrer que non, moi je suis quelqu'un comme vous, etc. Et je me suis demandé, est-ce que je me trompais pas? Est-ce que finalement le relationnel, c'est pas une connerie? Est-ce que finalement, ce qu'il faut faire, c'est y aller, c'est foncer dans le tas et c'est convaincre les gens. En fait, je me suis dit, tout ça, c'est de la manipulation, en fait. D'ailleurs, le prêtre de l'église qui l'a accueilli a dit, suite au procès, une fois qu'il a été acquitté, il n'est plus jamais revenu. Son avocat il a eu quelques affaires plus tard, Richard, il n'a plus voulu le défendre. Et je me suis dit, il a gagné parce qu'il a manipulé tout le monde, en fait. Il a juste manipulé l'opinion, il a truqué les choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à persuader les gens. Et du coup, mon approche du relationnel, du fait de dire la vérité, d'être honnête, d'être authentique, parce que si on ment aux gens, on ne crée pas une bonne relation. Vraiment, ça a été un moment de doute. Et puis, j'ai vu la fin d'épisode. Et en regardant la fin de l'épisode, j'ai vu quelque chose qui m'a surpris. Suite à son acquittement, Richard a de nouveau été inculpé, cette fois par le grand jury fédéral de Montgomery en Alabama. L'acte d'accusation comprenait 30 chefs d'accusation, blanchiment d'argent, extorsion, obstruction à la justice, racket et corruption. Scrubby a plaidé non coupable et puis finalement, il a été condamné à la prison. Il a été condamné à payer plus de 2,87 milliards de dollars de dommages et intérêts pour fraude de Health South et de ses actionnaires. En voyant la conclusion, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était que du flan, en fait. C'était beau, c'était un super spectacle. Ce spectacle qu'ont fait qu'a fait Richard, qu'ont fait ses avocats, toutes ces techniques qu'on a passées en revue, ouais, c'était un beau feu d'artifice, mais au final,
bah, il a fini condamné, il a fait de la prison. Et son image, elle est ternie à tout jamais, sa réputation est terminée. Et c'est vraiment ce parallèle que je veux faire aujourd'hui avec le copywriting. Certains copywriters font vraiment la même chose. Ils savent créer le spectacle, ils savent faire le show, ils savent manipuler les gens, manipuler l'opinion, justement en étant là de manière constante, en bombardant les gens d'emails par exemple ou de messages publicitaires, en les bombardant de grosses promesses, en faisant du FOMO, en faisant des fausses promos, en faisant de la surenchère. Voilà, ils adorent faire ça. Ils savent faire briller les promesses spectaculaires et ils savent faire un coup d'éclat. Mais le problème, c'est que si ton but aujourd'hui, c'est de durer, si ton but, c'est de rester le PDG de ta boîte et pas comme Richard, ben, finir en prison, bien sûr que c'est pas ton cas, mais tu sais pas ce que tu risques, mais en tout cas, si le but, c'est que ta boîte perdure, tu peux pas juste faire un coup d'éclat, puis un autre coup d'éclat, puis un autre coup d'éclat. Parce que personne n'aime qu'on nous mente, personne n'aime qu'on nous fasse de grosses promesses et qu'on ne tienne pas, personne n'aime qu'on nous fasse des grosses promos qu'on ne tienne pas, personne n'aime qu'on fasse de la surenchère, personne n'aime quand on nous manipule, personne n'aime quand on veut à tout prix nous forcer. C'est du forcing aujourd'hui, vraiment. On a des copywriters qui sont tellement focus sur une vente, une vente, une vente à tout prix, littéralement à tout prix, et peu importe s'il faut manipuler, exagérer, faire un storytelling d'un client fantôme qui n'a jamais existé, dire que la formation, elle est à 2 000 €, c'est le prix normal, mais là, qu'on la vend à 1 000 € alors qu'en fait, on l'a jamais vendu à 2 000 €. Ça, d'ailleurs, c'est interdit et c'est puni par la loi française, ok? C'est de la prison que vous risquez à mentir. Moi, c'est vraiment ça la question que je me pose. Vous voulez juste faire un coup d'éclat puis disparaître ou est-ce que vous voulez durer? Est-ce que vous voulez garder votre réputation? Parce que vous n'en avez qu'une et une fois qu'elle est détruite, une fois que vous êtes accusé, non pas par votre faute, mais souvent par celle de votre copywriter qui lui-même est aussi limite une victime des anciens copywriters. Parce que je l'ai souvent dit dans d'autres épisodes de ce podcast, le copywriting est apparu dans les années 50, 60 et tous les copywriters aujourd'hui sont formés en se basant sur les tactiques de l'époque, sauf que les copywriters de l'époque, eux, ne voulaient faire qu'une seule vente. Sauf qu'aujourd'hui, les meilleurs business au monde, même les plus petits business qui tournent, ils ont besoin de clients récurrents. Parce que c'est comme ça qu'on a la rentabilité. Parce que les coûts d'acquisition, que ce soit à travers du contenu, la création de contenu, ça coûte une fortune. Que ce soit en ressources, du temps, de l'argent, des moyens techniques, etc. Et pareil pour la publicité. Donc, on a vraiment besoin de garder les clients. Et moi, vraiment, aujourd'hui, je me concentre sur les clients qui veulent non pas constamment, tout le temps, s'épuiser à vouloir toujours de nouveaux clients encore et encore, mais qui veulent garder les clients qu'ils ont déjà, qui veulent augmenter la LTV de leur business. Ça veut dire la lifetime value, qui veulent que, au lieu qu'aujourd'hui, bah, les gens achètent une fois, bah, en fait, ils achètent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils restent avec nous. Et que pour leur aventure de leur vie, ils soient avec nous. Parce que si tu arrives à faire ça, et vraiment je t'invite à réfléchir, si tu pouvais avoir encore tous les clients que tu as déjà eu dans le passé, qui étaient encore tes clients aujourd'hui et qu'ils continuaient de te payer, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que probablement tu serais débordé, que tu aurais besoin de grossir ton équipe très très vite pour pouvoir servir tous ces gens. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ces gens sont partis? Et probablement à cause d'un très mauvais copywriting. Parce que ton copywriter fait monter la hype tellement haut que tu ne peux pas délivrer. Parce que tu ne peux pas délivrer, les gens finissent par être fâchés et par partir. La persuasion peut gagner un procès un jour, mais la relation la garde pendant les 10 prochaines années. Donc voilà, si ça c'est quelque chose qui te parle, bah moi c'est mon approche, c'est l'ingénierie relationnelle. C'est se dire bah voilà, on n'a qu'une réputation et les gens se font une image de nous très très vite et après ils nous collent une étiquette et c'est très difficile de l'enlever en fait, de faire changer l'opinion. Et on peut y arriver comme Richard a réussi par waouh, un beau numéro de claquettes magnifiques, mais au final la vérité ressurgit toujours et il finit condamné. Et il a fait de la prison aujourd'hui. Il est plus à la tête de la boîte qu'il a créée, que j'ai d'ailleurs regardé, elle est toujours cotée en bourse, etc. Aujourd'hui, j'ai construit un système, un copywriting qui est totalement différent, qui est basé sur l'ingénierie relationnelle. Donc,
la chose la plus importante, c'est de créer la relation et c'est de la garder, c'est de la maintenir. Parce que si on maintient la relation et que les gens continuent de nous suivre, qu'on continue de se connecter, qu'on continue d'être là avec eux, eh ben, dès qu'ils auront un problème, ben, ils auront fait un premier achat chez nous, et puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. L'émotion, ça ouvre une porte, mais la constance la garde ouverte. Voilà. Arrêtons de faire des coups d'éclat, arrêtons de faire du monts et merveilles et entretenons cette relation. Et donc, moi, je vais t'aider à faire ça. Je vais t'aider pas à délivrer, ça c'est toi qui vas le faire avec tes coachs ou ton équipe, mais moi, je vais t'aider à durer. C'est ça que je veux faire. Voilà, si ça, ce sont des choses qui te parlent et que tu te dis, ouais, moi j'ai pas ça. Moi aujourd'hui, mon copie, voilà, c'est un artiste, ouais, il fait le show, mais moi j'ai besoin d'un business qui dure. J'ai besoin d'augmenter la LTV, j'ai besoin de clients récurrents, j'ai besoin que les gens me fassent confiance, non pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Et pour ça, je comprends qu'effectivement, mentir aux gens, les trahir, les manipuler, faire des beaux numéros, des belles promesses, c'est bien, mais ça dure pas. Je veux pas faire un coup d'éclat. Moi, je veux faire une boîte qui dure. Je veux être là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et je veux même que ma boîte me survive et continue parce que j'ai une belle mission et c'est un combat qui mérite d'être mené. Et c'est quelqu'un comme Francisco qui peut m'aider à mener ce combat. Donc si tu as envie, prends un rendez-vous. Tu as le lien dans la description. Donc voilà, je te dis peut-être à très vite en rendez-vous ou alors dans un prochain épisode.